Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert pour l'émission du débrief ludique où ensemble on va parler des jeux de société auxquels j'ai joué. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Nous, on en a profité pour passer Noël en famille et qui dit famille dit souvent jeux de société. Donc on a joué pas mal à quelques petits jeux. Et on va toujours... oui, c'est toujours Noël, bien sûr. Noël, ça dure plus d'un mois. On va commencer tout de suite. Alors, comme d'habitude, la petite fiche MyLudo. J'ai pas mis de caméra vue du dessus. On va tout simplement passer sur les fiches MyLudo et puis je vais vous montrer un petit peu les jeux auxquels j'ai joué directement sur MyLudo. On va commencer tout de suite. Donc, avec MyLudo. Donc ça, c'est la collection que j'ai, les derniers jeux que j'ai ajoutés grâce au Père Noël. Et le premier jeu, c'est Divinus. On a commencé donc la campagne de Divinus, qui est sortie dès mi-novembre chez les Lucky Duck Games, après un financement participatif. Alors Divinus est un jeu hybride qui se joue donc avec une application qui n'est pas spécialement très présente, mais en fait qui permet quand même de guider pas mal le jeu. Dans Divinus, nous sommes des factions, des demi-dieux, qui essayons en fait de s'attirer les faveurs de deux grandes de divinités, on va dire. Il y a les dieux grecs et les dieux nordiques. Donc nous, en tant que demi-dieux, on va essayer de s'attirer les faveurs de ces dieux. Comment on va faire? Tout simplement, on va placer des tuiles, on va explorer, on va essayer de résoudre, de réaliser des objectifs pour avoir justement ces faveurs des dieux. C'est un jeu donc en campagne évolutif. Au fur et à mesure de la partie, tout simplement, notre jeu va évoluer et il va être amélioré. Dès la première partie, ça se joue pas mal avec des dés, puisqu'on va lancer des dés, et ces dés-là, on va pouvoir coller des autocollants dessus pour tout simplement les améliorer. Ces dés vont nous servir à aller sur ce plateau central, le plateau principal en fait, pour aller, on va dire, acheter des tuiles qui vont nous permettre de composer notre propre terrain. Ils sont composés, les tuiles, de 3 terrains au maximum, donc il y a les terrains de montagne, de plaine et de mer, sur lesquels il y a des icônes, soit des icônes de lieux qu'on va pouvoir explorer et peut-être même s'approprier, et également donc des icônes de factions, soit des factions de vikings, soit des factions de grecs, tout simplement pour essayer de réaliser ces objectifs qui sont placés en haut en début de partie, suivant la campagne dans laquelle on commence. Et ces objectifs-là nous demandent d'avoir peut-être tant de vikings sur tel type de terrain ou tant de grecs dans tel type de terrain, etc. Et puis également, il y a les objectifs des divinités, qui sont donc tous les objectifs sont communs. Et donc là, pour les deux premiers, on va dire, on va avoir un objectif d'avoir la plus grande zone de mer et la plus grande zone de montagne. L'autre objectif, ça va être d'avoir le plus de zones de montagne et le plus de zones de mer. À la fin de la partie, une fois qu'on a réalisé notre zone de terrain d'un carré de 4 par 4, donc 4 tuiles par 4 tuiles, la partie s'arrête. Normalement, les deux joueurs, enfin nous en tout cas on joue à deux, donc les joueurs ont le même nombre de tuiles. Ça peut arriver qu'il y ait des joueurs qui n'en aient pas autant, si jamais ils recouvrent d'autres tuiles, c'est possible. Mais la contrainte de pose de ces tuiles, c'est de respecter l'adjacence tout simplement des terrains. On va coller une mer contre une mer, une montagne contre une montagne, etc. Et donc c'est comme ça qu'on va tout simplement réaliser ces objectifs et tenter de gagner les faveurs des divinités pour remporter tout simplement la partie. Quand je dis la partie, c'est vraiment uniquement la campagne, puisque à chaque début de partie, on va dire, on a une petite boîte comme ça qu'on va ouvrir avec des autocollants qu'on va peut-être pouvoir modifier directement sur nos dés, mais également sur les tuiles sur lesquelles on va ajouter des autocollants.
Je n'en dis pas plus pour pas trop vous spoiler. Et on a beaucoup aimé. On a passé vraiment, on a fait les deux premiers scénarios dans lesquels de suite en fait on commence à modifier nos dés, à modifier les tuiles de terrain pour justement les améliorer, avoir plus de possibilités, etc., etc. Donc vraiment on a passé des bons moments. C'est relativement assez simple. Les règles sont très accessibles. Et au fur et à mesure de la partie, en fait, on va coller des autocollants également sur le livret de règles du jeu, qui va au fur et à mesure de la partie, tout simplement, s'améliorer. Je vous montre peut-être vite fait si je tombe sur la règle du jeu que j'ai juste à côté de moi, puisque le jeu est toujours installé. Donc vous voyez par exemple là, on voit que sur cette page là, il y a rien du tout. C'est au fur et à mesure de la partie où on va coller des autocollants. Vous voyez sur cette double page par exemple, il n'y a absolument rien du tout. C'est au fur et à mesure qu'on va changer les règles, les modifier et apporter quelques nouveautés. Donc là par exemple, alors ça se voit pas forcément, mais là par exemple, là à la base, dans la livret de règles de base, il n'y a pas cet autocollant. On l'a ajouté en cours de partie. Donc on va apprendre les règles du jeu en fait au fur et à mesure, tout simplement, qu'on va jouer. Et l'application est là pour désigner, en fait, pour comptabiliser en fait le nombre de faveurs qu'on va acquérir au fur et à mesure de la partie. Donc c'est plutôt pas mal. On a passé, donc je disais, un bon moment. Alors, effectivement, des jeux de livres qui dit même s'il râle un peu, puisque c'est une course en fait. C'est le premier qui arrive à réaliser l'objectif, qui le remporte et qui s'attire les faveurs de certaines divinités. Et c'est ce qui va nous permettre de marquer des points. Donc, voici pour Divinus, qui est un gros jeu. Il est aux alentours de 65 €. Il n'est pas si expert que ça, parce que comme je vous disais, justement, les règles du jeu, vous allez les apprendre donc les règles de base pour commencer le premier scénario. Et au fur et à mesure, les règles vont être améliorées, en tout cas vont être un petit peu plus profondes. C'est-à-dire qu'on va rajouter des choses et donc on va apprendre les règles au fur et à mesure qu'on va jouer. C'est pour ça que ça fait quand même un jeu qui est quand même relativement assez accessible. Donc c'est un jeu donc chez les Lucky Duck en français, c'est un jeu de Philippe Mulonsky et illustré par pas mal d'illustrateurs dont Carolina Jazkrazak, Mateusz Komada et Matijos Gebrezelasi. Voilà, et c'est distribué en France par Neoludis. Voilà, donc il y a 12 scénarios et à la fin, une fois qu'on a fait les 12 scénarios, le jeu est totalement rejouable puisqu'on peut continuer à jouer sans les scénarios, mais en tout cas, je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler, mais on va pouvoir quand même continuer à jouer avec notre jeu entièrement modifié. Voilà, donc c'est un jeu hybride avec application, à campagne et à scénario, dans lequel le matériel du jeu va être amélioré, modifié. Voilà pour Divinus, dont on a fait les 2 premiers scénarios. Je vais mettre un petit 7 parce que j'ai hâte de continuer et de voir ce que le jeu va pouvoir nous proposer par la suite, parce qu'il y a quand même pas mal de planches d'autocollants, et donc pour l'instant, quand on les regarde vite fait comme ça, on ne peut pas vraiment savoir à quoi s'attendre. Voilà pour Divinus. On va changer complètement de registre pour le prochain jeu, avec Zoogitive. Zoogitive est sorti donc début décembre chez Zacatrus, et c'est un jeu d'Alberto Milan et illustré par José Soto. Zoogitive, c'est un jeu tout simplement de déduction. On va avoir un plateau sur lequel on va placer des éléments. Ces éléments, ce sont ces espèces de gros cubes comme ça, qui vont donner plusieurs informations. Alors nous sommes des cambrioleurs qui avons fait un casse dans un casino à Monte-Carlo, et nous avons décidé de tous nous dispatcher. Nous sommes donc un personnage, nous sommes dans un lieu particulier, donc vous voyez soit San Francisco, Rio, Paris, Johannesburg, Beijing et Sydney, et on a chacun également une capacité
particulières. Donc la capacité de craquer les coffres forts, le hacking pour les ordinateurs, les vols spécifiques, il y a également le camouflage, il y a le corps à corps et il y a la fuite, donc avec la conduite par exemple. Et donc on va avoir la mise en place par exemple qui est comme ça. Tout simplement le début, ça va être, eh bien, on va recevoir une carte avec un personnage, on va recevoir une carte avec une spécialité et on va recevoir une carte également avec le lieu où est-ce qu'on se cache. Et on va devoir en fait tout simplement eh bien, trouver avec la déduction où est-ce que les autres personnages se cachent et quelle est leur habilité pour les démasquer et les dénoncer à la police. En fait, donc le principe est simple, c'est-à-dire qu'en début de partie, on va avoir 3 dés comme ça, et on va chacun donner l'information de combien sur le plateau principal, combien il y a d'informations qui nous correspondent. Par exemple, si je suis le pingouin avec l'habilité de corps à corps et que je suis à Sydney, eh bien je vais dire que il y a sur le plateau une information qui me correspond, puisqu'il y a le pingouin. Par contre, ces autres informations ne me correspondent pas, puisque je n'ai pas cette spécialité, ni celle-là, ni celle-là. Et je suis, par exemple, à Sydney, donc ça ne me correspond pas. Au fur et à mesure, donc, en tour de jeu, on va avoir le droit de soit retourner un dé, parce que ce sont des gros dés, des cubes en fait, qui est déjà sur le plateau, donc le retourner sur notre phase pour dévoiler un autre personnage et une autre habilité. On va pouvoir également enlever un cube qui est ici pour le mettre sur le côté, ce qui va donc permettre de réduire les informations. Et on va pouvoir également ajouter un dé qui est ici pour le mettre sur la face de notre choix sur un emplacement de disponible. Ça va rajouter des informations. À chaque fois qu'un joueur va faire ça, tout simplement, tous les joueurs vont ajuster le nombre d'informations qui les correspond. Alors je ne sais pas si on le voit on a un petit paravent comme ça avec 3, 2, 1 ou 0. En fait, on a un petit chevalet qu'on va positionner au-dessus de notre paravent pour dire, eh bien, si je le mets ici, par exemple, il y a sur le plateau 3 informations qui me correspondent, ou 2, ou 1, ou 0 informations. Donc au fur et à mesure, en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des déductions, qu'on va pouvoir noter sur notre fiche, eh bien, quel joueur et quel personnage, son habilité et le lieu où est-ce qu'il se cache. Alors, je ne suis pas du tout doué pour ce genre de jeu, les jeux de déduction, où il va falloir récolter des informations, en fonction des informations, et bien justement déduire qui est qui, où et quelle est son habilité, etc. Et ça vraiment, donc je dis, je ne suis pas du tout doué. Donc, j'ai pas vraiment trop accroché. Voilà, ça m'a pas spécialement convaincu. Par contre, si vous aimez les jeux de déduction, je pense que vraiment, ce jeu, il va vraiment vous plaire, puisque on est vraiment dans la déduction. La mécanique est très simple, hein, c'est 3 actions au choix parmi déplacer un dé ou de le tourner sur une autre face. Et c'est comme ça que les joueurs vont pouvoir faire les déductions des autres joueurs. Mais vraiment, moi, ça a été un petit peu compliqué. J'ai pas passé une mauvaise partie, mais c'est pas facile, c'est pas compliqué. En tout cas, voilà, les jeux de déduction, c'est pas trop mon truc. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez les jeux de déduction ou pas, mais en tout cas, si ça vous plaît, eh bien, je pense que Zogitive peut vraiment vous convenir, puisqu'il est vraiment dans ce truc-là de déduction. Hein. Alors, c'est vrai qu'il est très beau. Il a des jeux des livres, il me dit j'ai rien capté, mais j'aime pas la déduction. Voilà, on est un petit peu dans le même cas. C'est vrai que ça a été un petit peu bon. On a essayé, on a joué à 3, hein, parce que ça se joue à partir de 3, et on y est arrivé au final, au fur et à mesure en fait mais ça a été très long. Je pense que des joueurs qui aiment vraiment la déduction, comme par exemple, je pense au jeu Cryptid, qui est peut-être un des meilleurs jeux de déduction qui existent, j'aime pas spécialement, donc Zogitive, voilà. Pour moi, c'est pareil, ça ne m'a pas plu spécialement. Alors, c'est vrai qu'il est beau.
Et les illustrations un peu 50s comme ça, avec des animaux, avec des illustrations très chouettes comme ça, c'est vrai qu'il est joli, il est clair, il est lisible, mais c'est un jeu de déduction, donc pas vraiment fait pour nous. Donc c'est pour ça que je lui mets une petite note de 5. Je vais pas mettre en dessous parce que si c'est en dessous, ça veut dire que j'ai pas aimé. Là, je sais pas que j'ai pas aimé, mais c'est pas mon style. Un autre jeu, Behind. Behind qui était un jeu qui était quand même pas mal attendu. C'est sorti fin novembre chez Kif Edition. Il se joue donc en solo, mais il peut se jouer à 2, voire à 3. Au-delà, je pense que ça risque d'être un petit peu plus compliqué puisque Behind, c'est un espèce de puzzle, jeu d'enquête. C'est-à-dire qu'on va, dans la boîte, ouvrir une autre boîte. On va sortir le matériel. Le matériel, ce sont tout simplement des tuiles de jeu. Alors, on le voit certainement ici. Voilà. Donc on ouvre une boîte, il y a 3 scénarios à l'intérieur, on ouvre la première, et on va placer toutes les tuiles dans la même face qui sont proposées, et on va essayer tout simplement de recoller les morceaux, tout simplement mettre les tuiles au bon endroit, dans le bon sens, pour essayer tout simplement de résoudre en fait l'enquête. C'est un petit peu un jeu de déduction aussi, on va dire. Et c'est pour ça que moi, ça m'a pas trop plu non plus. C'est pareil, il faut aimer les jeux de déduction. Même si les puzzles, moi j'avais trouvé ça pas mal avec Micro Macro Funfair le puzzle, j'avais trouvé ça génial. Autant là, vous voyez, c'est pas vraiment un puzzle parce que ce sont des tuiles qui sont carrées et il n'y a pas de modèle en fait. C'est vraiment à nous de trouver, de résoudre l'énigme en plaçant les bonnes pièces au bon endroit, tout simplement en essayant que ce soit un alignement logique et que les textes correspondent vraiment à la fin. Comment on résout l'enquête? Tout simplement, une fois qu'on pense avoir terminé notre puzzle et que notre puzzle nous semble logique et cohérent, et bien tout simplement, on va retourner toutes les pièces une par une pour avoir tout simplement la résolution de l'enquête. Et ça va être une grande image qui va être, si on a bien fait, si on a bien posé les tuiles au bon endroit, et bien l'image va représenter une illustration en entier. Et si on voit qu'il y a une tuile qui ne correspond pas, c'est-à-dire que on s'est trompé à un endroit. Donc j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'était un petit peu compliqué, voilà, parce qu'il va falloir analyser les tuiles, les assembler, et à la fin on regarde si on a trouvé la solution. Donc la première enquête, c'est un vol a eu lieu dans un musée de la ville, l'enquête avance rapidement. Donc c'est illustré pour cette première enquête par Pierrot, et c'est un jeu donc de Cédric Millet, et je disais donc édité chez Kif Edition. J'ai pas grand chose à y dire parce que les illustrations sont très bien, du fait que il y a vraiment une logique dans l'ensemble, mais c'est ça qu'il faut trouver, c'est l'ensemble, que ce soit cohérent. Et ça, c'est pas facile. Alors, si la première enquête est la plus facile, j'ai bien peur pour les 2 suivantes. Quoique, la numéro 3, en fait, je l'avais déjà faite en festival. Je l'avais faite, donc c'est l'enquête illustrée par Maud Chalmel avec 70 tuiles. Un bas-relief composé d'étranges hiéroglyphes ouvrirait une porte vers le cosmos. Voilà, et celui-là on l'avait fait, mais on était 4 pour le faire. Donc c'était peut-être un petit peu plus facile, on va dire. Vous voyez, donc on sort toutes les pièces et on va devoir les agencer. Donc là, par exemple, on peut s'imaginer que ces 2 pièces-là vont peut-être pouvoir aller ensemble, mais il y en a d'autres. Donc il va falloir essayer d'assembler des portraits robots, des suspects. Donc là, on voit portrait robot des suspects. Donc on se dit que cette pièce-là, elle va pouvoir aller plus vers là. Ensuite, là, on voit qu'on a des bâtiments avec un bout de flèche. La flèche, elle est là, mais on va devoir essayer de deviner quel est le bon bâtiment. Là, on voit qu'il y a 2 petits cercles, ronds verts. Donc, ces ronds, on va pouvoir les assembler. Là, il va falloir trouver le bon assemblage des bâtiments pour c'est des espèces de caméras de surveillance, en fait.
Donc là, voilà. Et ça, celle-là, c'est l'enquête démo d'initiation, qui n'est pas dans la boîte, mais qui était proposée en tout cas pendant pas mal de festivals, où on va devoir, donc, toujours pareil, assembler les pièces correctement pour trouver la solution, et bien, à l'enquête. Et je sais. Alors, peut-être pas 5 et demi, parce que j'ai quand même hâte de faire les suivantes, hein, même si la troisième, on l'a déjà faite, mais évidemment, on n'a aucun moyen de se souvenir, donc il va falloir tout recommencer. Voilà, bon, à suivre. En tout cas, voilà, c'est sûr que je referai les enquêtes suivantes. Donc c'est chez Kif Édition, un jeu de Cédric Millet, avec les illustrations pour les 3 enquêtes de Martin Wittberg, Maud Chalmel et Pierrot. Pour Behind, voilà, pas vraiment mon style, mais bon. Le jeu suivant, c'est un nano-game chez Matago, c'est MAD. Alors MAD, c'est tout simplement un jeu de pli avec des tout petits prix, vous voyez, 5 €, mais c'est vraiment, je sais pas si je l'ai par là, peut-être que je peux vous le trouver, non. C'est vraiment un tout petit paquet comme ça, genre un paquet de chewing-gum, et les cartes sont tout aussi grandes. Donc c'est un jeu de pli, alors je vous le dis de suite, celui-ci ne m'a pas du tout convaincu. C'est un peu alambiqué, c'est-à-dire que c'est un jeu de pli, tout simplement. Il y a un joueur qui va jouer une carte, qui sont donc pas recto verso, mais qui ont 2 côtés, hein, un côté positif et un côté négatif. Et le but, c'est tout simplement d'essayer de, suivant si on joue à 3 ou à 4, eh bien de faire des scores le plus faible possible. Là, on part avec un score de départ, c'est-à-dire que si je suis ce joueur-là, j'ai déjà 3 points en bleu et j'ai déjà moins 4 points en vert, en sachant que si je n'ai que ce moins 4 en vert, eh bien ça me fera 4 points. Là, si c'était par exemple la fin de la manche, eh bien j'aurais 4 points en violet, j'aurais 3 points en vert, j'aurais moins 6 en vert et j'aurai rien dans la couleur orange, 0. Puisque il y a des moments dans la partie, suivant quand on va jouer ces cartes, quand on va jouer un pli, il y a des petites spirales comme ça. Et quand il y a 4 spirales de visibles, dès qu'il y a 4 spirales de visibles sur la table, eh bien nos cartes, en fait, hop, on va les retourner. Donc si c'est positif, eh bien on va les retourner et tout devient en score négatif. Et c'est comme ça qu'on va essayer de s'arranger pour avoir, eh bien si j'ai un 3, il va falloir que j'essaye d'accumuler des cartes jusqu'à moins 3 en bleu. Et là j'ai déjà moins 4 en vert, eh bien il va falloir que j'accumule des cartes de valeur positive pour avoir 4 points pour arriver en fait à 0. Ouais, c'était pas extraordinaire. Voilà, ça m'a pas vraiment convaincu. C'était un petit peu alambiqué, le fait de devoir compter les points. Mais si tu fais que des moins, eh bien tout simplement tu vas avoir des scores positifs. Ouais, bof. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Moi, ça m'a pas spécialement convaincu. Je vais lui mettre un 4. J'y rejouerai, donc il se joue exclusivement que à 3 ou à 4. À partir de 6 ans, c'est quand même... à partir de 6 ans, je trouve que c'est quand même un peu bas, hein, parce qu'un gamin de 6 ans, je suis pas sûr qu'il puisse comprendre la logique de ce jeu-là. Pour des parties d'environ 15 minutes, oui, c'est pas très long, hein, mais bon, j'ai pas été spécialement convaincu. Donc c'est chez Matago, c'est un jeu de Chris Handy et illustré par John Brieger. Pourtant, je suis assez friand des jeux de pli, mais bof, celui-ci, on est un petit peu passé à côté. On a trouvé ça pas spécialement compliqué, mais la proposition est un petit peu alambiquée pour vraiment un tout petit jeu comme ça, dans ces tout petits formats. J'aurais préféré quand même quelque chose alambiqué pour rien, quelque chose de plus simple, plus direct en fait, hein, pour la proposition du format. Je trouve que ça va pas avec. Voilà. Mais bon, pourquoi pas. Le prochain jeu, on va rester sur un jeu de nano game, et celui-ci qui m'a un petit peu plus convaincu, avec Dig, donc toujours le même format. Là, il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Et du coup, là, je pense qu'à partir de 10 ans, même, peut-être, là, ils auraient pu mettre
à partir de 8 ans, parce qu'il est quand même un petit peu plus simple. C'est toujours un jeu de Chris Handy, qui a fait également donc, les illustrations. Et toujours chez Matago, au prix de 5€. Donc c'est vraiment des tout petits jeux tout petits. Alors là, nous sommes des chiens qui allons essayer de trouver des os de différentes couleurs, et on va essayer de les mettre dans les gamelles, tout simplement qui correspondent à la bonne couleur. Vous voyez que sur ces cartes-là, il y a 2 informations, donc 2 couleurs. Sous cette carte-là, il y a probablement soit un violet, soit un rouge. Sur celle-là, il y a soit un vert, soit un bleu. Donc, les actions, c'est tout simplement, on va avoir 3 actions à réaliser. Les actions, elles sont de se déplacer, creuser ou déposer un œuf dans une gamelle. Tout simplement. Hein ? Un os. Qu'est-ce que j'ai dit ? Un œuf, non, un os. non, on est des chiens, on va creuser pour trouver des os. Donc tout simplement, je peux me déplacer. Un déplacement, c'est de 4 cartes. Il faut savoir que tout ça, c'est des petites cartes comme ça, rectangulaires. Je peux me déplacer de 4 tuiles ou 4 cartes. Si j'ai des os déjà en ma possession dans ma main, ça réduit de 1 déplacement par carte os que j'ai dans ma main. Et donc, ça c'est une action, déplacer. L'autre action, c'est à l'endroit où je suis, tout simplement creuser. C'est-à-dire que je prends la carte à l'endroit où je me trouve. Immédiatement, la dernière carte qui est dans la ligne la plus à gauche ou à droite, tout dépend où est-ce qu'est située la niche. En tout cas, la carte la plus éloignée de la niche, on va la prendre, on va la positionner à l'endroit où on vient de creuser. Et la troisième et dernière action qu'on peut faire, c'est tout simplement déposer un os sur une gamelle. Tout ça, pour ça, il va falloir se trouver sur l'emplacement de la gamelle. Par exemple, ce chien-là, s'il avait des os verts, par exemple, là, si c'est son jeu, il peut très bien les déposer. Et à ce moment-là, il les dépose devant lui pour créer une espèce de petite collection. Plus on va avoir d'os de la même couleur, plus on va avoir de points, puisque c'est un petit peu, plus on va en avoir, plus on va avoir de points, tout simplement, c'est des collections. Voilà, donc celui-ci, beaucoup plus accessible, beaucoup plus sympa. On est typiquement dans une proposition qui est en adéquation avec le format. Petit jeu, simple, rapide, ça marche plutôt pas mal, c'est pas un grand jeu. Mais ça fonctionne, en tout cas, pour sortir sur la table, pour expliquer très très rapidement. Je me déplace, je creuse et je dépose l'os dans la gamelle de la bonne couleur, tout simplement. Alors il y a un petit peu de déduction parce que sous cette carte-là, on s'imagine qu'il y a un violet ou un jaune. Bon, après, on s'affiche un peu, on se déplace, on creuse, on récupère la couleur. On va essayer effectivement d'avoir le plus de la même couleur pour avoir le plus de points. Mais enfin, c'est pas le cœur du jeu, en tout cas. Voilà pour Dig, qui lui, m'a convaincu. J'ai plutôt passé un bon moment. Et salut Jeu Papillonne, bienvenue. Je pense que Jeu Papillonne, tu es une de mes plus fidèles sur YouTube. En tout cas, donc c'est avec grand plaisir de t'accueillir sur Twitch. Bienvenue et un immense merci à toi d'être toujours présente sur YouTube pour liker et commenter. D'ailleurs, vous de votre côté, n'hésitez pas. Là, on est sur Twitch en live, c'est le lundi soir à 20h. Mais sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou tout simplement à mettre un petit cœur. Sinon, venez sur Instagram. Je suis le Meeple Vert. Voilà pour Dig. Donc, petit jeu efficace. Voilà, ça, c'est bien. C'est tout simple, c'est tout con. Ça marche bien. Un autre jeu tout simple et tout con, on peut le dire aussi carrément, c'est Patata. Patata, je vous en ai déjà parlé, je vous en ai déjà fait un petit concours sur ma page Instagram Patata. C'est un jeu carrément d'ambiance et j'étais pas spécialement motivé pour y jouer. Bref, on y a joué, c'était hier soir qu'on y a joué, ouais, on était en famille, donc on était assez nombreux autour de la table et donc on fait des jeux de société, mais il faut que ce soit des jeux immédiat. Il ne faut pas qu'il y ait de règles de jeu. Il faut qu'on ait 10 autour de la table. Il faut que ce soit un jeu qui soit direct. Et bien, Patata, c'est typiquement ce genre de jeu-là. C'est le jeu de la patate chaude, tout simplement. On tire une carte. Sur cette carte-là, il y a écrit
un thème, eh bien, le joueur qui a la patate, il doit dire un mot, une expression, quelque chose en rapport avec le thème, et il va donner la patate à un autre joueur qui, à son tour, va devoir faire une proposition en fonction du thème de la carte qui a été tirée, etc. On va se passer la patate, en fait, de joueur en joueur. Si un joueur ne trouve pas, eh bien, il est éliminé. En tout cas, il récupère la carte. Le but étant d'avoir le moins de cartes devant soi, puisque sur chaque carte, alors, on le voit ici, par exemple, celle-là, eh bien, le thème, c'est « ça fait flipper ». Moi, j'ai la patate, je dis ça fait flipper les araignées, par exemple. Donc, je donne la patate chaude, la patata à quelqu'un d'autre. Ça, d'autres personnes va devoir dire quelque chose qui fait flipper, etc. Jusqu'à ce qu'un joueur, eh bien, ne trouve pas, il sèche. Ou alors qu'un joueur conteste la réponse du joueur précédent. Voilà, ça fait flipper, il pourrait dire, ça fait flipper, je sais pas, les briquets. Je vous dis ça parce que j'en ai un devant moi. Le joueur qui reçoit la patate, ça fait flipper un briquet. Donc tu mets la main comme ça, tu contestes, et là tout le monde va devoir voter. Soit tu mets la main pour contester, soit tu dis rien. Ben non, moi je suis d'accord, un briquet ça fait flipper, il y a le feu, tout ça, etc. etc. Donc typiquement le jeu d'ambiance où tu peux jouer avec n'importe qui, puisque on était une petite dizaine autour de la table. Il y avait un gamin qui avait 6 ans et qui a joué aussi. Il y avait donc des adultes, il y avait un ado. Donc voilà, c'est vraiment à partir de 8 ans, même un peu moins, tu adaptes un petit peu. Forcément, entre adultes, ça va très très rapidement déraper. Vous vous doutez bien, mais même avec un gamin, c'est rigolo. Le gamin, il s'amuse aussi à faire des propositions, ça fait flipper. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent lui faire peur, donc il a aussi bien joué avec nous. Donc c'était plutôt rigolo. Voilà, c'est un jeu de Yan Ming Nguyen et Michael Morelli, et c'est édité par 23-0. Voilà pour Patata. Cachamot. Ça, ça sort le 17 janvier, c'est pas encore sorti. Et ça, je peux vous assurer que Cachamot, si vous aimez les jeux de mots, les jeux de pas de lettres, mais en tout cas les jeux de mots, eh bien, intéressez-vous à Cachamot. C'est un petit peu compliqué à dire, parce que c'est vraiment un jeu qui a une proposition vraiment très très cool. C'est pareil, il peut se jouer à très nombreux. Et c'est un jeu de mots tout simplement où on va essayer de faire deviner un mot aux autres joueurs, mais pas que ce soit trop évident. Tout simplement parce qu'il va y avoir un petit barème de points. Si jamais je fais deviner le mot trop rapidement, c'est l'autre joueur qui a deviné le mot qui va marquer les points. Si le joueur réussit à ce que ce soit un sablier, donc 1 minute, que les autres joueurs n'ont pas deviné, il va donner un indice, et là, il va pouvoir marquer des points également. J'aimerais bien vous le montrer quand même, celui-ci, je l'ai là. Je vais vous le montrer vite fait. On va peut-être même pouvoir faire juste un tour. Je vous montre le matériel, c'est ça le matériel. C'est une petite ardoise, comme ça, où on va écrire dessus, mais hop, qui se plie et qui se ferme. Donc, il va y avoir tout simplement un mot. Donc là, admettons. Alors le premier mot, il n'est pas secret, puisqu'on va essayer de deviner le dernier mot. Donc là, par exemple, j'ai cette carte-là, et je dois faire deviner le mot numéro 1, donc pied. Eh bien, c'est pas compliqué. Sur mon ardoise, je vais marquer, hop là, on va le faire de suite. Pied. Ok ? Voilà. Là, tout le monde le voit en fait. Il n'y a pas de mots secrets. Donc là, à partir de là, eh bien, je vais ouvrir ma petite ardoise. Je vais écrire un mot en rapport avec pied. Par exemple, je pourrais dire... Et ça, je ne le dis pas, forcément. Et ensuite, je vais écrire un troisième mot en rapport avec le deuxième, celui que je viens d'écrire. Mais pas forcément avec le premier. Puisque c'est ça le but, c'est que les joueurs, en fait, découvrent le troisième mot. Donc, je pourrais dire...
Hop là, voilà. Une fois que j'ai terminé, eh bien tout simplement, le temps, hop, d'un sablier, donc 1 minute. Je vais montrer ma petite plaquette aux autres joueurs. Et là, tout simplement, eh bien, vous allez devoir faire une seule proposition par personne, par joueur, sur, non pas le deuxième mot, hein, c'est vraiment ce mot-là qu'on cherche. Donc là, par exemple, eh bien, je vous laisse peut-être, voilà, juste un petit peu le temps du sablier, donc 1 minute, pour essayer de deviner le mot où il y a le petit coquillage, hein, c'est-à-dire le troisième mot, ici, en n'ayant que la première lettre. Alors, petite erreur, il n'y a pas, sur le deuxième mot, hop là, il y a la deuxième lettre. Ok ? Donc voilà, et là maintenant vous allez avoir 1 minute pour bien tout simplement faire une seule et unique proposition pour si vous pensez avoir trouvé le troisième mot. Si jamais personne ne trouve à la fin du sablier, alors je papillonne, là du coup, eh bien je te l'accorde, puisque effectivement c'était bien mon troisième mot, c'était bien doigt. Donc là, si tu trouves le mot avant la fin du sablier, bravo, eh bien, tu remportes tout simplement la carte qui te rapporte donc 1 point. Et si jamais personne ne trouve avant la fin du sablier, eh bien, je vais ajouter une lettre en bas, ici. Donc là, eh bien, je vais rajouter la deuxième lettre de mon troisième mot. Donc on arriverait ici. Et là, si quelqu'un donc trouve le mot, eh bien c'est la personne va remporter donc une carte, donc 1 point, mais moi aussi, puisque j'ai suffisamment été assez éloigné pour que les joueurs ne trouvent pas du premier coup, mais qui trouvent quand même au bout du deuxième sablier avec une lettre supplémentaire. Bon, alors là, je pense que c'était quand même relativement assez facile pour ma petite explication. Mais voilà, vous savez jouer, tout simplement. Donc il y a plein de cartes avec plein de mots. Pour définir le mot, tout simplement, c'est comme ça. Hein. Là, par exemple, je vais piocher une carte sur le paquet. Hop, ça dévoile le numéro 2. Eh bien, je vais dévoiler la carte et je vais devoir faire deviner un mot en rapport avec banane, puisque c'est le mot numéro 2. Voilà. Et ensuite, hop là, eh bien, on se passe la petite ardoise et le joueur suivant va faire exactement la même chose. Vous savez jouer à cache-à-mots. C'est ultra simple, vous voyez, je vous ai déjà expliqué les règles. C'est ultra efficace, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas besoin de... des fois avec des jeux de mots, c'est des fois un petit peu compliqué de trouver des associations. Là, voilà, tu prends un mot, tu mets un mot en rapport avec ce mot-là, c'est pas très compliqué, et tu mets un troisième mot en rapport avec le second. C'est tout simple, voilà. Alors... Ouais, donc Jeu Papillon, tu l'attends, ce cache-à-mot, et écoute, il arrive à la mi-janvier, donc chez Banquise Édition. C'est un jeu, je vais vous le dire ça, en allant en bas de la fiche, My Ludo. Hop, donc c'est un jeu de Akiyama Koryo et Kozu Yusei, et c'est illustré par Jérôme Soleil. Voilà, c'est un jeu donc japonais, j'imagine. Et avec un illustrateur, j'imagine que lui, Jérôme Soleil, doit être français. En tout cas pour le jeu édité chez Banquise. Donc voilà, celui-ci, ultra simple, ultra efficace. Franchement, je pense qu'il va convenir à tout le monde. Parce qu'il est ultra fédérateur, il est très simple et il est ultra efficace. C'est pas prise de tête, parce qu'il y a des jeux de mots des fois où quand on doit chercher... Chacun, on est dans notre coin, il peut y avoir des longueurs à essayer de trouver des trucs qui sont un peu tirés par les cheveux ou qui sont des fois pas faciles à faire des associations. Je pense à un prochain jeu, on va en parler juste après d'ailleurs, qui sont peut-être des fois un petit peu compliqués, mais voilà, en tout cas, le cache-à-mots, si vous aimez les jeux
de mots. Si vous voulez jouer avec tout le monde, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Salut Max, bienvenue, coucou, j'espère que tu vas bien. Ouais, écoute Max, voilà, Cachamot, franchement c'est un jeu que je suis bien content d'avoir reçu grâce à Banquise Éditions. On l'avait déjà testé à Vichy, et j'avais été de suite convaincu parce que, voilà, par sa simplicité, son immédiateté en tout cas dans les règles du jeu, et franchement, il est très 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 bien. Il y a de quoi faire en fait avec toutes ces cartes. Petite note. Allez, je lui mets 7,5 pour Cachamot. Il se joue de 3 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Je pense que même un petit peu en dessous, à partir du moment où l'enfant sait écrire avec des mots tout simples, tu adaptes toujours un petit peu, si jamais il y a un mot qui est un petit peu trop compliqué, mais par exemple banane ou même pied, le gamin il est tout à fait capable de trouver une association de mots avec ce genre de mots. Donc voilà. Même, je pense qu'à partir de 8 ans, ça peut passer. Alors peut-être qu'on peut tout simplement rallonger un peu le temps du sablier, mais bon. Hop. Eh bien, voilà, c'est donc après Cachamot. Pour rester sur un jeu de mots, c'est So Clover. Et je vous disais que, au contraire de Cachamot, qui est assez immédiat et ultra simple, So Clover, même si So Clover c'est un jeu, je lui ai mis un 9, vous voyez, donc je pense que même que, bon, je vais peut-être un petit peu le baisser pour aller jusqu'à 8. So Clover, c'est un grand classique des jeux de mots. Celui-ci, si vous ne le connaissez pas, il est excellent. Il faut absolument jouer à So Clover. C'est pareil, c'est un jeu qui est du coup un petit peu plus, on va dire, un peu moins familial. Autant Cachamot, avec les gamins, ça passe avec tout le monde. So Clover est un jeu de mots qui est peut-être un petit peu plus initié, vraiment entre guillemets, parce que c'est pas le mot, mais en tout cas voilà, qui s'adresse à un public, en tout cas à des joueurs à partir du 10 ans, c'est pas totalement faux. On va recevoir chacun un trèfle, voilà, comme ça, avec des petites tuiles comme ça, et sur chaque tuile, il y a 4 mots. Évidemment, on ne va pas choisir, on va les prendre, on va les positionner sur notre trèfle comme ça, et on va devoir écrire un mot en rapport avec les 2 mots qui sont en haut. Donc là, par exemple, il y a maison, pompier, et là, il y a mouton, vêtements. Et bien, le joueur, maison, pompier, il a écrit caserne, donc on l'écrit directement sur le trèfle en plastique. Et là, mouton, vêtements, il va mettre laine. Bon, alors là, c'est assez facile, mais je vous dis, des fois, il y a des associations de mots qui sont beaucoup plus compliquées. Donc, une fois que le joueur a écrit ces 4 mots, comme on le voit ici, il va enlever ces tuiles-là, il va rajouter une 5e pour sommer le trouble, et il va donc montrer son trèfle aux autres joueurs avec toutes les tuiles, mais les tuiles, il y a 4 mots sur chaque tuile. Eh bien, les autres joueurs vont devoir essayer de retrouver le bon emplacement de cette tuile-là dans le bon sens pour que ça fasse en fait une logique, que ça corresponde en tout cas au mot qui est écrit. Donc là, maison pompier, c'est assez facile, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a comme autres mots qui sont indiqués. Là, on voit qu'il y a marqué enfant et lampe, donc il a marqué veilleuse. Et là, il a marqué bonbon et menu. C'est bonbon ou quoi? Je ne sais plus ce qu'il y a marqué. Bon, bref, c'est quand même relativement facile pour l'exemple. Mais, par exemple, si là vous avez le mot cagoule et que là vous avez marqué, vous avez un mot avec menu, eh bien, allez trouver un mot qui associe aussi bien le mot cagoule que menu. Bon courage. C'est pas toujours facile. Il y a des associations de mots qui sont plus compliquées que d'autres. Même si donc So Clover, ça reste un jeu qu'il faut absolument, je pense, avoir dans sa ludothèque si vous aimez les jeux jouer avec les mots en tout cas, il est un petit peu moins accessible parce que du coup j'ai vraiment pu le comparer l'un avec l'autre.
avec Cachamot, mais un petit peu plus compliqué. C'est un jeu, donc il est sorti chez Repoprod, un jeu de François Romain, et c'est dommage qu'on n'a pas les illustrations. Est-ce que c'est marqué sur la boîte? Non. Bon, en même temps, les illustrations, c'est juste un trèfle avec des petites plaquettes. Donc c'est plus, je pense, Repoprod qui s'est chargé du graphisme. Voilà, je lui laisse la note de... Enfin, je lui descends sa note à 8, ça reste tout de même une très bonne note. Il est sorti, vous voyez, en 2021 quand même. Hein. Voilà donc un jeu de lettres, un jeu de mots plutôt, qui est toujours aussi, en tout cas, agréable à jouer. Alors, jeu papillonne, tu nous dis cagoule et fondu, et menu, tu nous dis fondu. Effectivement, ça peut marcher, puisqu'une fondue, on la mange au menu, peut-être à la montagne, et à la montagne, on a une cagoule. Effectivement, donc par association d'idées, tout ça, on peut effectivement trouver, mais il y a des fois, c'est pas toujours facile. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a joué avec ma mère, et des fois, c'est pas vraiment possible. C'est toujours possible parce que tu mets un mot qui a un rapport au moins évident avec un autre mot, et par déduction les joueurs peuvent trouver. Mais enfin, c'est peut-être pas toujours facile. Mais en tout cas voilà, c'est quand même So Clover, un jeu que je conseille vivement. En attendant la sortie de Cachamot. Voilà, So Clover. Donc hop. Le prochain jeu, c'est un jeu de pli, et j'adore les jeux de pli. Pesca Cartas, Filet aux fiches, il est sorti il n'y a pas si longtemps, là, donc fin novembre, chez Matago, aux alentours de 12,90€. Excellent, il est super ce jeu de pli, je l'adore. C'est un jeu de pli qui mélange donc jeu de pli et on pourrait dire ça du deck building. Tout simplement, à notre tour, on va ouvrir un pli, on va suivre à la couleur, la carte la plus forte remporte le pli. Ça, c'est tout simplement la mécanique du jeu de pli classique. À la fin d'une manche, quand on a joué toutes nos cartes, on va compter le nombre de cartes qu'on a récupérées, ça nous fait autant de points, et on va débuter une autre manche. La manche suivante, on va devoir piocher un certain nombre de cartes. Mais on ne va jouer qu'avec les cartes qu'on a récupérées. On ne va pas redistribuer les cartes en fait. C'est comme ça qu'on va jouer tout au long de la partie. On va jouer uniquement avec les cartes qu'on a gagnées au pli précédent. Si jamais je n'ai pas assez de cartes, eh bien je vais aller prendre des cartes dans ce qu'on appelle la pioche océan. Alors là, on ne le voit pas. Là non plus. Bref, ces cartes en fait qu'on va pouvoir aller piocher pour refaire notre main si jamais on n'a pas assez gagné de cartes, eh bien ces cartes vont être, eh bien vous vous doutez bien, un petit peu plus fortes que la main de départ. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on va aller piocher les cartes vont être de plus en plus fortes. Mais si on pioche beaucoup de cartes, ça veut dire qu'on n'a pas remporté beaucoup de plis à la manche précédente. Donc on va faire moins de points. Donc c'est tout un équilibre comme ça qu'il va falloir gérer entre je rapporte beaucoup de plis pour gagner beaucoup de cartes, mais par contre je ne vais pas pouvoir améliorer mon deck de cartes pour les manches prochaines, ou alors je gagne pas beaucoup de plis, par contre au prochain tour je vais piocher vachement de cartes dans l'océan, donc des cartes encore mieux pour le tour prochain. Il faut trouver vraiment un équilibre entre le jeu de pli et le deck building. Vraiment, il se joue donc de 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 40 minutes. Alors il est peut-être, effectivement, 40 minutes, c'est à peu près ça. Hein. Il est peut-être un petit peu long pour un jeu de pli, mais il faut savoir que c'est pas seulement un jeu de pli, ça introduit aussi la mécanique du deck building. Donc, le deck building, ça se joue pas en 5 minutes, sinon ça n'a pas de sens en fait. Donc c'est pour ça qu'il est un peu long, mais il le faut. Voilà. Donc c'est Matago, c'est un jeu de Friedman Friseux, un grand auteur de jeux de cartes, et illustré par Maureen Rasch. Et c'est tout de F Spiel. Alors en allemand, je sais pas comment on le dit, mais voilà, je vous le dis en français. Qui est donc chez Matago depuis le 22 novembre. Et vraiment, ça c'est vraiment, j'adore, super, vraiment très bon jeu de cartes, un jeu de pli.
Dites-moi si vous l'avez essayé, ce Pesca Carta, filet aux fiches. Il est vraiment, moi j'ai adoré, hein. Je trouve ça vraiment superbe. Euh, Alors, c'est fun cette incertitude des jeux de livre. Tu nous parles de quoi? De Pesca Cartas? Ouais. Et oui, parce qu'il faut vraiment. Tu sais pas trop si tu. Il y a pas vraiment de contrôle, si ce n'est que bah, les cartes que tu vas récupérer pendant les plis, tu sais que c'est les cartes que tu vas devoir jouer au prochain tour. Les autres, ils vont peut-être pouvoir récupérer des cartes dans l'océan, donc améliorer leur deck de cartes et leur paquet de cartes, donc des cartes mieux. Alors il y a plein de petites cartes supplémentaires avec des petits effets hein, qui vont permettre de modifier un petit peu, mais ouais, des jeux des livres, t'as peut-être un petit peu moins apprécié puisqu'il n'y a pas beaucoup en fait de contrôle. Voilà, c'est ce que tu nous dis, on n'a pas beaucoup de contrôle. Ouais, mais moi ça m'a pas spécialement dérangé puisque c'est ce qui fait un petit peu le charme du jeu de pli, c'est-à-dire que bah, dans un jeu de pli, tu reçois une main de carte et ben, tu fais ce que tu veux, ce que tu peux avec la main de carte que tu as reçue. Sauf que là, bah, tu vas pouvoir l'améliorer au fur et à mesure de la partie. Donc moi je trouve ça en tout cas très très bon. Prochain jeu, Happy Garden. Happy Garden qui est sorti chez Funforge, c'est un jeu de Didi et illustré par Marie Cordoua. Donc il est sorti là à la mi-novembre aux alentours de 22,50€. Je lui ai mis une note de 7. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, donc très accessible et familial. Pour des parties d'environ 30 minutes. C'est à peu près ça, c'est pas très très long. C'est un petit jeu tout simplement, moi je le trouve hyper mignon, super joli, où on va tout simplement essayer de créer notre jardin de fleurs le plus content possible. Et c'est bête à dire, mais voilà. Le thème, c'est plaqué, mais on s'en fiche un petit peu. Les illustrations sont super mignonnes. La thématique, bon, on est des souris qui allons entretenir notre jardin de fleurs pour essayer de les rendre heureuses. Comment ça se passe? Tout simplement mécaniquement, on va piocher une tuile dans une espèce de dans la rivière de cartes, dans la jardinerie qu'on voit un petit peu ici. Et on va la placer dans notre jardin. Le but étant de rendre les fleurs heureuse. Comment on fait? Eh bien, cette fleur, on voit qu'elle est heureuse, elle est retournée, on voit qu'elle rapporte un point, puisque adjacent à elle, il y a une fleur de la même forme, comme on le voit ici, c'est la même forme, et une autre fleur de la même couleur. Donc celle-ci, les contraintes, enfin, les conditions de rendre la fleur heureuse et sont remplies, la forme et la couleur. Et par la suite, donc, on va agrandir son jardin en essayant tout simplement eh bien, d'avoir le plus de points possible en rendant les fleurs heureuses. Là, on voit que celle-ci elle est heureuse parce qu'il y a la même forme qui est ici. Et là, elle est placée à côté de notre cabanon qui est de couleur orange. Chaque joueur va avoir une couleur en particulier. Donc là, par exemple, pour rendre cette fleur heureuse, donc on a déjà la forme, et bien à côté, il va falloir placer donc soit ici, eh bien une fleur de n'importe quelle forme jaune, tout simplement. Donc après, il y a les moulins et les petits nains de jardin qui ont des conditions également pour qu'ils soient heureux, un petit peu différentes. Il y a des petits jetons avec les papillons, les vers de terre, les taupes. Il y a les brouettes, enfin voilà. Chaque manche, il y a un petit événement qui apparaît, qui va donner des bonus ou des petites contraintes supplémentaires pour jouer. Moi, je le trouve super mignon. Il marche très très bien, il est efficace, il est tout simple. Si vous aimez le placement et l'optimisation de placement de tuiles, eh bien, il devrait vous plaire. Mais attention, ça reste quand même un jeu assez léger et accessible. Il est vraiment familial, c'est du 8+. Donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très compliqué. Mais pour moi, eh bien, ça me va bien. Le matériel, il est très bien, les tuiles sont épaisses, il y a le petit cabanon comme ça à monter en 3D. La boîte de jeu, elle sert directement en fait de marcher puisqu'on va la déplier et ça va faire une petite pente, comme ça on va pouvoir installer les tuiles, donc on va pouvoir se servir sur la première rangée en bas. On sait ce qui va arriver par la suite. Après il y a des petites brouettes qui vont nous permettre, si on dépense un jeton boîte, d'aller chercher une tuile dans la rangée au-dessus. Enfin il y a des petits trucs comme ça qui offrent un petit peu plus de possibilités. Mais en tout cas, voilà, c'est ultra mignon, assez simple, accessible, familial.
Il y a une petite réflexion quand même qui n'est pas, dénuée d'intérêt, puisque il faut quand même un petit peu réfléchir. Il ne faut pas juste prendre une tuile et la poser. Il faut essayer quand même d'optimiser. Donc je lui ai mis une note de 7. Je vous propose la review sur Instagram qui sera disponible donc dès demain. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, elle sera probablement déjà visible sur ma page Instagram. Voilà, donc j'ai dit l'auteur c'est Didi et l'illustratrice Marie Cardoua. Et c'est chez Funforge. Voilà pour Happy City, ce petit jeu de placement de tuiles. Oui, c'est vraiment... Voilà, c'est ça, c'est chill. C'est pas prise de tête, mais bien une petite réflexion, une petite logique à prendre en compte. C'est bien. Moi, je trouve ça très fun. Et il faut optimiser, effectivement. Lose. Celui-ci fait partie de mes jeux préférés, mes jeux favoris de l'année 2024 avec une note de 7,5. C'est ce jeu de pli, encore un jeu de pli, voilà, où on ne connaît pas la valeur de nos cartes, on ne connaît uniquement que la couleur de nos cartes. Par exemple, voilà, moi ce que je vois, eh bien c'est ça. C'est ma main de cartes. Je sais que sur les bleus, eh bien, la plus forte carte va être celle qui est à gauche, puisqu'il y a la carte de référence avec le symbolisée par un plus qui va être placée sur le côté gauche. Donc ma carte bleue la plus forte, elle va être c'est celle-ci, la jaune ça va être celle-ci, la verte ça va être celle-ci, la violette ça va être celle-ci, et la rouge ça va être celle-là. Et on ne sait pas en fait la valeur de nos cartes. Mais par contre les adversaires, eux, ils voient de l'autre côté. Donc ils voient la valeur de nos cartes. Alors voilà, comme ça. Donc ça par exemple, ça, ce qui est en haut, ben, ça pourrait être mon jeu. Donc je ne vois que les couleurs, je ne vois pas les valeurs. Et ça pourrait être le jeu d'un de mes adversaires. Je vois la couleur, mais je vois également la valeur. Je sais ce que, en violet, il a un sec et un 7. Donc suivant le nombre de joueurs, on enlève des valeurs ou quoi. Mais par exemple, si ça va de là, ça va jusqu'à 10. Donc, en jaune, il a le 8 et le 10. Moi, j'ai qu'une carte. J'ai de la chance si j'ai un 9. Mais en tout cas, j'ai peu de chance de remporter un pli en jouant avec du jaune contre lui, puisque lui, il a le 8 et le 10. Donc, j'ai peu de chance de remporter un pli en jaune. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en début de manche, on va recevoir donc notre main de cartes avec uniquement les couleurs. Et on va devoir observer les valeurs des autres joueurs, puisqu'on va devoir faire un pari. On va devoir miser sur le nombre de cartes, de plis qu'on va remporter, comme dans beaucoup de jeux de plis en ce moment. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est Skull King qui a introduit cette mécanique de parier sur le nombre de plis qu'on va remporter, mais en tout cas, il est beaucoup repris dans pas mal de jeux. On va devoir donc miser sur le nombre de plis qu'on va remporter, mais en fonction du jeu des autres. Donc là, en sachant qu'en plus l'atout, la couleur d'atout, est le jaune. Si là j'ai cette main de cartes et que mon adversaire il a cette main de cartes, j'ai une seule carte en bleu, il a un 9, j'ai une carte en verte. Donc si j'ouvre en vert, j'ai de la chance, je vais peut-être pouvoir le remporter, sauf s'il coupe avec un atout. Donc là je ne remporterai pas, etc., etc. Donc il va falloir regarder ce que les autres joueurs ont dans leurs mains, les valeurs, et ce que moi j'ai comme couleur et le nombre que j'ai. Donc là, par exemple, sur cette main de carte, je vais dire, je vais tenter, mais je vais remporter peut-être un pli, et encore, je suis pas sûr. Voilà, donc ça, c'est la mécanique, tout simplement, de lose. C'est, je vais parier sur le nombre de plis que je pense remporter, et je ne vais voir que la couleur de mes cartes. Je ne vais pas voir la valeur, mais je vais voir la valeur des cartes de mes adversaires. J'adore, je le trouve vraiment très très bon. Il se joue de 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Ça peut être peut-être un petit peu plus rapide. Ça se joue en 4 manches. Donc c'est relativement assez rapide. Je dirais peut-être un petit peu moins. On y a joué avec ma mère. Elle a capté de suite. C'est pas très compliqué. Vraiment top. Donc il est sorti chez Yellow, c'est un jeu de Taiki Shinzawa et illustré par Crocotam avec Vincent Mougenot pour les graphismes. Voilà, si vous aimez les jeux de pli, moi celui-ci je peux vous le conseiller parce que
il marche très très bien. Alors, Max, tu nous dis, il faudrait que j'essaie avec des joueurs lambda pour voir. Figure-toi, donc, comme je viens de dire, j'ai joué avec maman, qui n'est pas spécialement une joueuse assidue, hein, et j'ai même joué à loose avec mes collègues, qui, pareil, ne sont pas des joueurs-joueuses assidus, hein, c'est-à-dire qu'ils ne jouent qu'une fois par semaine avec moi. Donc, c'est vraiment assez accessible en fait, hein. Tout le monde peut tout le monde peut jouer à loose, franchement, ouais. C'est juste peut-être la mécanique en fait de faire le pari, la mise sur combien je pense remporter de plis. C'est ça qui est peut-être un petit peu, on va dire pour les joueurs novices, un petit peu déroutant. Mais bon, t'arrives au bout de une fois la première partie assurée, enfin la première partie faite, tu t'arrives à comprendre et t'arrives plus ou moins à jauger combien tu peux remporter de plis sur les manches suivantes. La mécanique est originale dans le jeu de plis, j'aime bien mais sans plus. Il n'y a pas assez de risques par rapport au pari et les points gagnés ou perdus. Alors, les points en fait c'est tout simplement si tu réussis, les points ne sont attribués que par rapport au pari. C'est-à-dire que si tu réussis ton pari, tu gagnes les points de la manche. Si tu ne réussis pas ton pari, tu vas perdre des points en fonction du nombre de plis de différence par rapport à ton pari. Si tu avais parié un pli et que tu en as gagné 2, ben tu vas perdre 5 points. Si tu as gagné 3 plis alors que tu n'en avais pas dit que 1, tu vas perdre 10 points. C'est toujours 5 points que tu perds par rapport au pli de différence. Et le nombre de points que tu vas gagner, si tu réussis son pari, c'est 10 points à la première manche. Ça se joue en 4 manches, donc 10, 20, 30 et 40 points pour la dernière manche. Donc tout n'est pas perdu, même jusqu'à la fin, tu peux remporter 40 points d'un seul coup. C'est pareil. Alors je trouve qu'il s'adresse vraiment à des joueurs de jeux de plis, car en voyant les cartes des autres, il y a vraiment un côté calculatoire. Ben ouais, ben écoute, franchement, tu vois, moi j'ai joué avec mes collègues et avec ma maman, qui ne sont pas des joueurs-joueuses experts, hein, vraiment, mais même pas initiés, hein. C'est vraiment toujours, je propose des petits jeux assez accessibles et familiales. Loose, il a très très bien marché, donc tu peux y aller avec même des joueurs, on va dire, non avertis. Prochain jeu, c'est Course à l'étoile. Je vous en avais déjà parlé probablement, en tout cas dans un des débriefs ludiques de la semaine. Course à l'étoile, c'est... Alors, pareil, j'aurais bien aimé vous le montrer, mais je les ai pas directement à côté de moi. Si, il est là. Est-ce que vous connaissez le jeu? Bah oui, forcément, vous le connaissez, c'est ça, Course à l'étoile. Est-ce que vous connaissez le jeu Happy City? Forcément, si vous regardez cette vidéo soit sur Twitch en direct, soit sur YouTube en différé, en replay, vous allez me dire, oui, tout le monde connaît Happy City, même sans y avoir joué, on le connaît tous. Eh bien, la course à l'étoile, on pourrait dire que c'est un peu comme un Happy City, mais un petit peu, on va dire un petit peu plus joueur. Il va un peu plus loin que Happy City. Et ça, c'est pas rien, parce que Happy City, quand même, c'est un jeu... je me demande même s'il a peut-être pas gagné, mais il a été nommé à l'As d'Or. Je sais pas s'il a même pas gagné. Tu t'en souviens, Anto? Non. Dites-moi dans les commentaires ou là, si vous savez, si Happy City, il a eu l'As d'Or ou si juste elle a été nommée. En tout cas, voilà. C'est pas n'importe quel jeu. Et bien la course à l'étoile, voilà, se veut un petit peu dans la même veine, hein, un petit peu dans le même style. C'est-à-dire que au lieu de construire des bâtiments, eh bien on va développer notre restaurant pour faire quoi? Pour gagner une étoile, puisque nous sommes un restaurant dans la course à l'étoile. Donc on a un restaurant de départ et on a un type de restaurant. Je vais vous montrer vite fait pour vous donner l'exemple. Voilà, moi, mon resto, ben c'est un petit resto comme ça. Celui-ci, c'est un petit resto oriental. J'ai en haut une petite facturette, en tout cas l'addition avec, on voit pas, mais ça fait pas la mise au point. En tout cas, ça va me rapporter un point lors de la phase de revenu, puisque ça se joue un petit peu de la même façon. À mon tour de jeu, je vais piocher des cartes, je ne vais pas les acheter dans un marché, je vais piocher des cartes, tout simplement dans la pioche. Soit pioche face cachée, soit face visible. Et je vais pouvoir jouer jusqu'à 3 cartes. Mais pour jouer 3 cartes, il va falloir que je les paye. Je les paye tout simplement, eh bien, avec mes pièces.
Ces cartes-là, c'est quoi? Eh bien, ce sont des cartes tout simplement, de personnel pour mon restaurant. Ce sont également des plats, donc des cartes de plats. Voilà, par exemple, je vais vous montrer, hop, une carte personnelle. C'est une barmaid qui m'apporte toutes ces icônes en haut, puisque mon but, c'est d'avoir des icônes qui sont définies en début de partie. Est-ce que je peux vous en trouver une? Je pensais que mon jeu était rangé, il n'est pas du tout rangé. Si. Donc il y a, hop là, plein de cartes comme ça. Ça, ce sont les cartes de départ et elles sont toutes différentes. Vous voyez en bas, donc ce sont les conditions de victoire. Par exemple, si je prends cette carte-là, mon but, eh bien, ça va être de réunir dans mon restaurant, dans mon espace de jeu, 3 icônes de chef, 2 icônes bleues de cuisine, 3 icônes vertes de décoration et 4 icônes cœur qui sont les appréciations générales du restaurant. Et ces icônes-là, eh bien justement, je vais les retrouver sur mes cartes au fur et à mesure que je vais les positionner, que je vais les acheter. Donc la barmaid, eh bien, elle me rapporte 2 icônes bleues de service et une icône cœur d'appréciation générale. Donc ça, c'est pour, par exemple, le personnel. On va avoir donc service personnel de service, on va avoir du personnel en cuisine. Vous voyez, par exemple, celle-ci, c'est une star des fourneaux. Donc, elle me rapporte pas mal d'icônes. Par contre, elle me coûte 6 pièces. Hein. On le voit ici, le prix à payer, c'est 6 pièces. C'est pas facile d'obtenir 6 pièces pour pouvoir le payer. Je peux vous montrer, par exemple, également une carte qui va me rapporter des icônes vertes, des icônes de décoration. La salle prestigieuse, c'est pareil. Celle-ci, elle me rapporte pas mal d'icônes, mais elle me coûte 6 pièces. Donc, c'est quand même pas donné. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre carte? La différence avec Happy City, donc évidemment après il y a des cartes de plat. Hein. Bon là c'est une carte qui me coûte que 2 pièces, un burger frites pour le street food. Et on voit en haut là que cette carte là, à la fin de la manche, elle va me rapporter 1 pièce, puisque plus je vais mettre de plats dans mon menu, dans mon restaurant, et bien plus ça va me rapporter de revenus. Et ça c'est, voilà, à mon tour de jeu, je pioche 2 cartes, je peux en jouer jusqu'à 3, je les mets, je les paye, et une fois que tout le monde a joué, et bien ça revient à mon tour. Si je suis le premier joueur, on va faire la phase de revenus. Tout simplement, on va regarder les revenus que j'ai sur mes petites additions en haut de chaque carte. Alors toutes les cartes ne l'ont pas, hein. Il n'y a que la carte du petit resto de départ qui a un revenu, pour au moins avoir toujours une pièce de revenu, et tous les plats qu'on va pouvoir faire au fur et à mesure de la partie. Et alors, vous allez me dire, mais il n'y a pas énormément de différence avec Happy City. Bah si, déjà, on va piocher 2 cartes et on va pouvoir en jouer jusqu'en 3, on va pouvoir en défausser pour gagner des revenus. C'est un peu moins pénalisant que dans Happy City où si tu joues pas une carte, les autres, s'ils le jouent, ça c'est fait le déclenchement de fin de partie. Et toi, si tu n'as pas le même nombre de cartes, il y a peu de chances que tu arrives à t'en sortir, mais c'est possible. Mais là, dans la course aux étoiles, on va avoir des cartes actions. Ce sont des cartes noires comme ça, qu'on va pouvoir jouer soit chez soi. Par exemple, pour celle-ci qui nous dit deuxième tournée, qui va nous permettre de piocher 2 cartes supplémentaires, donc encore plus de possibilités. Il y a également par exemple la carte pourboire, hein, quand on joue la carte pourboire, elle va nous rapporter immédiatement 3 pièces. 3 pièces, c'est pas rien. Mais attention, il y a des cartes qui vont nous permettre d'aller embêter nos adversaires. Et là, c'est là où il y a l'interaction qui va se créer, c'est-à-dire que, paf, on va pouvoir jouer des cartes directement chez nos adversaires. Des rats. Parmi, si je joue cette carte, le joueur qui reçoit cette carte, à la fin du tour, il ne pourra pas faire ses revenus, il ne pourra pas récolter ses additions. Donc, il n'aura pas de pièces sur ce tour-là. Il y a également,
la carte mauvais avis, mauvaise critique, voilà, qui fait perdre en fait pendant toute la partie, eh bien, un cœur au joueur chez qui je la joue. Donc il va devoir, en plus de ses objectifs de fin de partie, c'est-à-dire d'avoir tel nombre de cœurs, eh bien il faudra qu'il en rajoute un. Voilà, donc il y a des cartes qu'on va pouvoir donc jouer chez soi pour avoir des bonus, et il y a des cartes qu'on va pouvoir aller jouer chez ses adversaires pour les embêter. Donc voilà, très efficace. Si vous avez aimé Happy City, eh ben vous pouvez aller sur la course à l'étoile, puisqu'il est aussi bien, et peut-être, alors, m'aventure peut-être à dire ça, mais peut-être même un petit peu mieux que Happy City, puisqu'il a, voilà, il va peut-être un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il va avoir vraiment va créer une interaction avec les joueurs, et plus de possibilités, plus de facilité en tout cas pour pouvoir piocher des cartes, parce que dans Happy City, si la carte vient le marché, eh bien ça nous va pas, bah, on est un petit peu embêté. On n'a pas vraiment le choix. Ce jeu-là, vous pouvez vous le procurer directement si vous allez sur Instagram, hein, sur la page du jeu, hein, Course à l'étoile. Vous avez probablement un lien pour aller sur la boutique pour l'acheter. Il était donc en financement participatif. Donc l'éditeur, c'est un nouvel éditeur en fait, c'est tout simplement Antoine Vérin, qui a créé cette maison d'édition et qui a lui-même créé le jeu, et c'est illustré par Élise Tessier. Les illustrations sont très fun, très sympas. Voilà pour la course à l'étoile de 6 joueurs, donc s'il a l'avantage de se jouer jusqu'à 6 joueurs, donc là ils mettent 6+, peut-être pas, hein. Bon là ils mettent 10+, on va dire 8+, hein, on va trancher entre les deux, pour des parties d'environ 15 minutes, peut-être un petit peu plus quand même. Mais voilà, si vous avez aimé Happy City, mais que vous voulez aller encore un petit peu plus, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais c'est pas l'auteur qui le dit, c'est moi, donc c'est mon avis. Si vous voulez aller un petit peu plus loin que Happy City, hein, Happy City vous a peut-être un petit peu laissé en retrait, même avec l'extension. Moi, l'extension d'Happy City, j'ai pas trouvé ça ouf. Et bien celui-ci, voilà, il est un petit peu dans la même veine, hein, on va dire dans la même style de mécanique, et il a l'avantage d'aller un petit peu plus loin. Et donc je lui ai donné la note de 7,5. Alors tu nous dis, je papillonne, Happy City c'était nommé, mais c'est Seven Wonders Architects qui l'a remporté. Ok, effectivement c'était il y a 2 ans alors, hein, ou je sais plus. Bref, Seven Wonders Architects qui a remporté devant Happy City. Voilà, course à l'étoile. Hop, nous allons passer à un petit jeu de cartes. Ce petit jeu de cartes, c'est Kwando, qui pourrait s'associer à un jeu de défausse, en tout cas de gestion de main carte. C'est un petit jeu qui est sorti donc chez Oya fin mars de 2024. C'est un jeu de Yannick Walter et Reinhard Stoppe. Je ne sais pas si c'est lui-même qui a fait les illustrations, je ne suis pas sûr, chez Oya en tout cas. Donc dans Kwando, c'est un petit jeu de défausse ultra simple, ultra malin. Voilà, celui-là, on l'a pris un petit peu en boutique, un petit peu par hasard, parce qu'on aime bien cette maison d'édition Oya, qui a une proposition de jeu de cartes assez simple, familial, toujours accessible en tout cas. Voilà, et ce jeu de 2 à 6 jours à partir de 8 ans. J'aime beaucoup la durée de partie entre 4 et 24 minutes. c'est large. Donc on reçoit une main de cartes en début de partie. Les cartes sont toutes recto verso. Évidemment, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais c'est pas vraiment ça le plus important. Et cette main de cartes, on va devoir donc s'en défausser. Au fur et à mesure, tout simplement, à mon tour de jeu, je vais devoir me défausser d'un certain nombre de cartes. Je peux défausser des cartes identiques, soit toute seule, je joue une carte, n'importe laquelle, soit 2 identiques, 3 identiques, 4 identiques. Plus j'en ai identiques, mieux c'est, je peux tout les défausser en même temps. Ou alors, une suite uniquement que de 3 cartes. Voilà. 4, 5, 6 par exemple, si j'ai un 4, 5, 6 dans ma main, je peux me défausser de cette suite-là. La petite particularité, c'est que, évidemment, une fois que je me suis défaussé d'un certain nombre de cartes, je vais devoir repiocher une carte. C'est ça le truc. Quand je vais repiocher une carte, eh bien, je vais choisir soit, alors,
est-ce qu'il y a un exemple? Alors, on voit pas là. Mais par exemple, là, si ça c'est la pioche. Et je peux choisir, soit je prends cette carte avec la valeur 8, puisque j'ai peut-être besoin d'un 8 pour faire une suite ou un trio de cartes, par exemple. Soit j'ai dit, ben, je suis obligé de piocher. Soit je prends cette carte-là, mais je garde pas le 8. Et donc, je prends la carte et je prends l'autre côté de mon côté. Et de l'autre côté, forcément, il y a une autre valeur que 8. Ça ne sera pas 8, mais ça va de 0 à 10. C'est un risque que je prends, mais si la carte 8 ne m'intéresse pas du tout, eh bien, je peux tenter de prendre la carte de l'autre côté. Il y a également une petite nuance, c'est-à-dire que, par exemple, ce joueur-là, on voit que dans sa main, il a 3-8. Eh bien, quand il va jouer 3-8, c'est-à-dire 3 cartes identiques en tout cas, il va annoncer tourner 0. Et alors là, à ce moment-là, eh bien, tous les joueurs qui, dans leur main, par exemple, ce joueur-là, il a au moins un 0, eh bien, tous les joueurs qui ont un 0 dans leur main vont devoir la retourner, puisque justement, les cartes sont recto verso et on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc derrière ce 0, eh bien, il a peut-être un 10, ce qui n'avantage peut-être pas forcément. Ou alors, il a peut-être un 2. C'est pas mal le 2, puisqu'il a un 3 et un 4. Il pourra jouer par la suite une suite de 4, une suite de 3, 4, par exemple. Donc on va jouer comme ça, une succession de tours. Au bout d'un moment, un joueur va estimer qu'il a la main de carte la plus faible en points. À ce moment-là, il va jouer son tour, il va taper 2 fois sur la table pour annoncer aux autres joueurs, eh bien tout simplement que c'est leur dernier tour. Donc ils vont faire leur action, ils vont piocher, ils vont jouer des cartes, 3 identiques ou une suite de 3 pour faire un tourne 0, ou alors tout simplement 1, 2 ou le plus possible de cartes, ou les cartes les plus fortes, puisque tout simplement à la fin, eh bien on va tous révéler notre main de cartes. Celui qui a tapé sur la table, si c'est bien effectivement lui qui a le moins de points, eh bien il ne remporte que les points de sa main. Si jamais c'est pas lui, eh bien il a un malus de 5 points, et tous les autres joueurs vont tout simplement compter la valeur de leur carte, ça leur fait le nombre de points. Il faut avoir le moins de points possible. Le premier joueur a dépassé 50 points, met fin à la partie. Celui qui a le moins de points remporte la partie. C'est aussi simple que ça marche très très bien, c'est ultra efficace. Je pense que je vous ai expliqué déjà toutes les règles du jeu. Vous pourriez même être capable de jouer à Kwando dès maintenant. Il suffit juste de refaire un petit tour ou deux et ça va fonctionner. Donc ça, voilà, franchement, 7, ça le mérite pour, dans sa catégorie de jeux de cartes, dans ce format-là chez Oya. On est rarement déçus avec leurs propositions qu'ils font Oya. Je me rends compte que, je sais pas, j'avais noté 7,5 et 7,5 et 7. Voilà, c'est bon, j'ai bien noté tous mes jeux. Donc voilà pour Kwando chez Oya. On va peut-être jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Alors Oya, les 50 missions. Même si moi je suis pas spécialement fan de 50 missions, c'est quand même un jeu qui est quand même très très connu. Alors Alhambra, je sais pas pourquoi qu'est-ce que ça fait là, parce que c'est pas du tout édité par Oya en français. Bref, mais je sais pas du tout pourquoi il y a ça. Bref, il y a beaucoup de jeux qu'on ne connaît pas, mais on va bien trouver dans ces petits jeux de cartes. Voilà, tous ces jeux comme ça, là, anciennement, vous voyez, c'est les Digles, je vous ai parlé tout à l'heure, c'était anciennement les Chewing Gum Game, édités par Oya. Mais si le jeu, les Coloretto, il y a également, comment il s'appelle le jeu là, Take That, tu sais, avec le crapaud. Eh ben, c'est un jeu édité par Oya. Bon, alors là, je pense que c'est un petit peu le fouillis, il y a un petit peu de tout partout. Mais je sais pas pourquoi, je tombe pas sur les jeux auxquels qui me viennent comme ça, mais bon, bref. En tout cas, voilà, c'est pas un jeu, un éditeur récent. Bref, voilà, ça c'était donc Kwando, qui est sorti en mars 2024 aux alentours de 12 €. Simple, ultra efficace. Et best game du week-end, toi, pour toi, Anto, des jeux des livres. Kwando, c'est le jeu que tu as préféré jouer de ce week-end par rapport à tout ce qu'on vient. Ok.
Effectivement, Max, c'est tout à fait ça. C'est vraiment le genre de jeu simple et transportable, jeu de cartes de vacances à la Colpa. C'est ça. Ouais. C'est vraiment tous ces petits formats de cartes. Presque on pourrait comparer ça avec un ski-jeu. Alors, je l'ai pas dit, je l'ai pas mis dans les jeux auxquels on a joué, mais en famille, on a joué au ski-jeu. Et oui. Effectivement, c'est toujours un jeu qui, on a beau dire, les élitistes du jeu de société, ouais, le ski-jeu c'est nul et tout, c'est moche, on s'en fout. Skijo, c'est ultra efficace. Tu joues à Skijo avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Voilà. Mais voilà, c'est tout à fait le genre de jeu. C'est voilà, c'est évident, ça marche. Si tu aimes les petits jeux de cartes comme ça, bah Kwando. Oui, c'est le plus joué. C'est sûr qu'on y a le plus joué parce que les parties sont rapides, hein, donc forcément, tu enchaînes facilement les parties. Eh bien moi, mon jeu du week-end, c'est Aztec Prophecy. Ouais, il est là. Ce jeu-là, j'ai trouvé ça excellent. C'est vraiment génial. Vraiment, c'est mon coup de cœur. Je vais le noter direct. Je vais lui noter un 8,5. Il est extraordinaire. Alors déjà, au niveau de l'illustration, quand le jeu a commencé un petit peu à apparaître sur les réseaux, je trouvais déjà les illustrations assez superbes. Je le trouve très très beau. Donc ça, ce sont les dos de cartes. Donc, on peut voir. Voilà. Et c'est des cartes format tarot. Et toutes les illustrations sont uniques, en fait. Donc ça, c'est une carte, c'est la carte 13, avec une illustration, un petit peu dans l'esprit aztèque, hein, tout simplement, comme ce titre l'indique. Et toutes les illustrations sont différentes, et un petit peu dans cet esprit-là. Alors, Aztec Prophecy, qu'est-ce que c'est ? On va rester comme dans Lose, c'est un jeu de plis, on va miser le nombre de plis qu'on va remporter. Sauf que là, on va pas, comme un jeu de plis, suivre la couleur. Dans Aztec Prophecy, il n'y a pas de couleur. Toutes les cartes sont, on va dire, de la même couleur. C'est pas une question de couleur, mais ça va plus se rapprocher d'une bataille, puisque, tout simplement, on va jouer une carte. Le joueur qui a joué la carte la plus forte remporte le pli. C'est aussi simple que ça. Là où c'est très malin et c'est très bien fichu, c'est que en début de manche, on va recevoir un certain nombre de cartes en fonction de la manche dans laquelle on joue. La première manche, en tout cas, quand on jouait à 3, on avait 6 cartes. Donc là, j'ai 6 cartes. Je regarde, les cartes vont de 1 à 23. Il y a une carte un petit peu particulière qui est une espèce de joker qui s'appelle le Talos, qui, et quand on la joue, est soit de valeur 0, soit de valeur 24. C'est au choix du joueur. Donc là, en fonction des cartes que j'ai, eh bien, je vais dire, je pense remporter 2 plis. Alors, c'est pas marqué dans la règle, mais nous, pour le matérialiser, on prend ce type de jeton, qui est dans la boîte, c'est des jetons. Donc, je vais prendre 2 jetons parce que je pense remporter 2 plis. Et là, à ce moment-là, eh bien, tout simplement, on va jouer nos cartes. C'est de la bataille. La plus forte valeur remporte le pli. Eh bien, comme il n'y a pas de couleur, on ne va pas pouvoir pisser, on ne va pas pouvoir couper. Donc, ça sera toujours la carte la plus forte qui va remporter le pli. Eh bien, suivant le nombre de plis qu'on a dit qu'on allait remporter, il y a des plis qu'on ne va pas vouloir remporter. Eh bien, si je joue, je ne sais pas, par exemple, ce 8-là, en me disant, c'est bon, avec un 8, je ne vais pas remporter le pli. Mais que tous les autres joueurs, par exemple, les autres joueurs, ils jouent le 5 et le 7, vous voyez ? Eh bien, c'est quand même le joueur qui a joué le 8 qui va remporter le pli. Si c'est moi qui ai joué le 8 en pensant ne pas remporter le pli parce que je ne veux pas d'autres plis, eh bien, je le remporte. Et donc, la différence, eh bien, des plis en fonction de ma mise, si j'ai parié que j'allais remporter 2 plis et que j'en remporte 3, eh bien, je gagne un jeton. Un jeton qui me rapporte 1 point. Et le but, c'est d'avoir le moins de points possible. La petite nuance aussi, c'est que
Je vais donc parier, par exemple, si je suis le donneur, c'est moi qui ai distribué les cartes, c'est moi qui vais faire mon pari en premier. Donc là, sur le jeu que j'ai, je dis, eh bien, je pense remporter, je vais dire, 2 plis. Le joueur suivant, si on joue à 3, il va dire, eh bien, je pense remporter 3 plis, par exemple. Le dernier joueur, lui, il n'aura pas le droit de parier sur son nombre de plis qu'il remporte. Si le nombre... Je vais essayer de l'expliquer, mais c'est pas évident. Si moi j'ai dit 2 plis, le joueur suivant, il dit 3 plis. Et donc, on est déjà à 5 plis. Le dernier joueur, troisième joueur, ne va pas pouvoir dire 1 pli, puisque ça ferait 6 plis. Et on joue avec 6 cartes. Il n'a pas le droit, donc il va devoir jouer, il va devoir parier sur 0 ou 2. Vous avez compris? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on ne va pas pouvoir parier le nombre de plis remportés sur tous les joueurs ne doit pas correspondre au nombre de cartes qu'on a en main. Et c'est ça qui est très malin. En plus, quand on a 6 cartes, bon, moi je pense remporter 2 plis, l'autre 3. Bon, ça laisse un peu plus de possibilités aux autres joueurs. Donc on va jouer nos plis, etc. On va remporter des jetons si on n'a pas fait des différences avec notre mise de départ. À la manche suivante, c'est toujours la même personne qui distribue, mais au lieu de passer à 6 cartes, eh bien on va distribuer que 5 cartes. On va recommencer, on va parier, etc. À la manche suivante, on va distribuer que 4 cartes, jusqu'à la 5e manche, on ne distribue que une seule carte. Donc là, si par exemple moi j'ai ça, eh bien je dis, eh bien avec la carte que j'ai, je pense remporter que 0 pli. Le joueur suivant lui va dire, je pense remporter 1 pli. Eh bien le troisième joueur ne va pas pouvoir dire 0, puisque il a déjà 1 pli sur le joueur précédent. Il dit, je pense remporter 1 pli. Ça fait 1 pli, on a une carte. Le joueur doit dire obligatoirement 1 pli. Donc s'il a une carte de petite valeur, eh bien, il a forcément perdu. Donc moins on va avoir de cartes, plus ce genre de pari sur le nombre de plis qu'on va remporter. Non, oui, là du coup il a perdu. S'il a une carte de petite valeur, forcément, voilà. Mais c'est ça tout le truc du jeu, c'est que il y a vraiment, c'est un jeu de plis ou c'est pas vraiment un jeu de plis. C'est un jeu de mise où on va pas vraiment pouvoir miser ce qu'on veut. En tout cas, pas à certaines manches. Et en sachant qu'il y a une septième manche, en tout cas, je vous fais l'exemple du jeu à 3 joueurs, où là, on distribue une carte, mais on ne voit pas la carte que j'ai. Moi, je ne vois pas la carte que j'ai. Vous, les adversaires voient, mais moi, du coup, je vais voir la carte des autres joueurs. Donc, si, par exemple, eh bien, hop, dans le jeu, eh bien, c'est ça. Donc, hop, vous voyez pas la carte que vous avez, mais vous voyez la carte des autres joueurs. Ok ? Et c'est là où vous allez devoir faire votre mise. Donc en fonction de ce que les autres joueurs ont, bon là je le vois forcément, mais vous voyez pas ce que vous avez, vous dites, il a un 7, un 8, je pense que je vais remporter le pli quand même. Donc tu dis, je pense remporter un pli. Moi je vois ça et ça. Je peux me dire, du coup, vous voyez ça et ça. Et du coup, j'ai dit, pareil, moi aussi, je pense remporter un pli. Sauf que là, l'exemple, c'est un 5, 8 et 7. C'est des petites valeurs. Donc, tout le monde va se dire, ah ouais, mais moi, j'ai forcément plus que ça. Je pense remporter un pli. Donc là, encore une fois, il y a encore un twist supplémentaire. Ça se joue en 3 manches si on est à 3, forcément. Ça se joue tout simplement en autant de manches qu'il y a de nombre de joueurs, puisque tous les joueurs doivent tous les joueurs doivent être le donneur. Et au bout d'un moment, eh bien, celui qui va parier en dernier, eh bien, ça va être au moins une fois chaque joueur. Et c'est ça qui est vraiment extra. J'ai adoré ce jeu, je le trouve génial. Franchement, quand l'éditeur m'a contacté pour parler de son jeu, c'est moi déjà qui l'avais déjà contacté parce que je voulais des infos sur ce jeu-là que je trouvais très très beau. Et il a accepté de m'en envoyer un. Et j'en ai quand même acheté un. Donc j'ai ma boîte et j'en ai un autre jeu.
bientôt, je vais vous proposer de le remporter sur un concours sur Instagram. Je le trouve excellent. Alors, Max nous dit c'est le même principe qu'un jeu qui se joue avec un 52 cartes. Je n'ai plus le nom, sauf que la dernière est sur notre front et tout le monde la voit, sauf nous. Eh bien voilà, c'est probablement un petit peu de ça. Donc c'est un jeu, je ne vais pas avoir le nom des auteurs, illustrateurs. Ils n'ont pas, ils disent pas en tout cas, ni sur la boîte, ni dans les crédits. C'est tout simplement un groupe d'amis qui, pour la petite histoire, sont allés, ont fait des voyages et ils ont joué à ce jeu de cartes en fait. Et ils se sont dit, mais depuis le temps que on est des joueurs en France, ce jeu il n'existe pas, on ne le voit pas. Eh bien, on va l'éditer. Donc, ils se sont créés une maison d'édition. La maison d'édition, c'est Gamivera. C'est pas... Là, je crois qu'il y a une lettre en trop, là. Ah non, c'est ça, c'est Gamivera. Donc, il y a l'auteur, qui a en tout cas retravaillé les règles pour nous le proposer dans cette version-là. Et il y a également un graphiste illustrateur. Voilà pour ce jeu-là, Aztec Prophecy. C'est vraiment moi mon jeu de la semaine. Celui-ci, vous pouvez y aller. Donc, oui, je le proposerai donc en concours. Peut-être la semaine, fin de semaine ou semaine prochaine. En ce moment, sur ma page Instagram, il y a Monkey Palace qui est toujours en cours. Vous pouvez le remporter. Donc celui-ci, c'est soit fin de semaine, soit semaine prochaine. Je vous proposerai donc un exemplaire à remporter. Max, si tu veux, je ne t'obligerai pas, promis, à partager en story. Tu peux juste participer. Voilà. Ça, c'est mon coup de cœur de la semaine. Je le trouve vraiment très très beau. Et donc, pour la petite histoire, ce groupe d'amis qui voyageaient ont joué à ce jeu de cartes dans un pays, alors en Amérique du Sud, alors exactement où, je sais pas, mais je me souviens plus. Mais voilà, ils se sont dit, tiens, on va le faire pour le proposer. Et donc voilà, ils ont créé ce jeu, ils l'ont fait en financement participatif qui a terminé il n'y a pas longtemps, mais vous pouvez aller sur leur site internet et vous pouvez le leur commander. Donc là, 15 €. Je croyais avoir mis la page internet prête, non. Bon, c'est pas grave. Vous allez sur Instagram ou vous tapez tout simplement Aztec Prophecy sur internet, vous allez tomber sur leur page où vous allez avoir la boutique en ligne. Vous pouvez vous le commander. Moi en tout cas, ça c'est vraiment ma grosse recommandation de la semaine avec ce petit jeu, pas très compliqué mais ultra malin. J'ai adoré. Je pense que si je ne l'ai pas dit au moins 3 fois que j'ai adoré ce jeu, je ne l'ai pas dit. Voilà, et ça c'était Aztec Prophecy. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des jeux auxquels j'ai joué. Si vous avez des jeux auxquels vous avez envie de parler, n'hésitez pas à me le dire. Juste pour repartir sur ça. Alors pour mon Père Noël, il m'a apporté 7 pièces pour un château. Il m'a apporté Wizard Cup, l'extension de Planet Unknown, Anachronie. Et ça, c'est moi qui ai... c'est mon Père Noël qui a apporté ça à des jeux des livres Sabika. Voilà pour les 5 jeux que nous avons eus au Père Noël. Oui, on s'est offert 2 gros jeux, une extension, un tout petit jeu à 2 joueurs, et celui-ci qui nous avait bien plu à Vichy. Et celui-ci, c'est un petit bonus qu'on s'est acheté après Noël. Voilà. Alors, on a parlé donc, ce soir, on a parlé de Divinus, on a parlé de Zoogitive, de Behind, également Mad et Dig. Nous avons également parlé de Patata, on a parlé de Cachamo et Soclover. On a parlé de Pesca Cartas, Filet aux fiches, Happy Garden, Lose, Course à l'étoile, Quando et mon coup de cœur du week-end, de la semaine, Aztec Prophecy. Voilà pour ce petit débrief ludique de la semaine.
J'espère que vous avez passé un bon Noël. Si vous regardez cette vidéo donc sur Twitch, je vous souhaite de passer, Max et Je Papillonne et Anto, un bon réveillon du premier de l'an. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, peut-être que c'est déjà passé. Je vous souhaite, passer un bon réveillon et en tout cas, meilleurs vœux, une bonne année avec plein de jeux, de découvertes, de parties et surtout de bien vous amuser. À bientôt et bonne soirée. Salut.